Pardon, Victor. Tu as présenté la séance de Green Border, à l'issue de laquelle Agnieszka Holland est venue échanger avec nous, et ma voisine a couvert ta voix tout du long, en farfouillant dans son sac. Donc, tu nous as rappelé que Green Border est le film du mois pour le Méliès, qu'il a mis en une de son programme. Tu nous as rappelé quelques titres de films d'Agnieszka Holland, comme Rimbaud Verlaine, Europa, et plus récemment L'ombre de Staline. Enfin, tu nous as présenté l'animatrice du débat, Ania Szczepanska, qui est maîtresse de conférences en histoire du cinéma, réalisatrice de documentaires, et qui connaît très bien le cinéma polonais et l'œuvre d'Agnieszka Holland. Le film dure 2h30, qu'on n'a pas vu passer tellement il est intense, et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'affiche polonaise du film, qui est la plus belle, la plus représentative du film que j'ai trouvée sur la toile. Mais les Polonais sont très forts en affiche de film. Engagé, impliqué. Ça veut dire que c'est non, elle veut dire concerné. Involved, là, c'est représenté dans le film. Oui, ça veut dire que c'est plus de... En attendant que les micros s'allument, on a une petite surprise, puisque nous avons rejoint pour le débat, évidemment, Agnieszka Holland. Je remercie une de ses comédiennes, Janati Ataï. Merci aussi d'être avec nous. Le producteur français Damien McDonald. Et merci à Ania Szczepanska qui va animer cette discussion. Vous pouvez vous asseoir. Ça a l'air d'être ok. Vous entendez? Ouais. Oui. D'accord. Merci beaucoup à tous les trois d'être là pour animer cette discussion. Juste avant de commencer, je voulais remercier Stéphane Poulet, qui est le directeur de ce beau lieu, qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'il a eu un petit accident. On voulait juste lui dire qu'on pense à lui. Et c'est un peu grâce à lui qu'on pourra avoir aussi cette discussion. Merci bien sûr d'être là. C'est pas forcément le moment le plus simple de discuter après ce film-là en particulier. Donc on va faire ce qu'on peut.
On va prendre le temps de parler du film, de parler de votre travail, et puis ensuite on vous laissera la parole aussi une quinzaine de minutes pour avoir vos réactions et vos questions aussi. Alors une première question peut-être Agnieszka, dans la série des crises migratoires que vous connaissez par différents types d'images, de télévision, de médias, de films documentaires, de films de fiction depuis une dizaine d'années, vous avez choisi de vous confronter à celle qui a lieu à la frontière polono-biélorusse. Donc frontière de Green Border, frontière verte. Alors pourquoi la frontière verte et pas la frontière bleue? Bien sûr la Pologne, mais sans doute pas que. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup ce sujet-là, dans la longue série des crises migratoires de la Méditerranée, de toutes ces images qui nous parviennent, et que tout à coup il y a eu un sentiment de nécessité de faire un film là-dessus? Oui, d'abord, vous m'entendez? Oui, ça marche. D'abord, je suis polonaise. Et cette crise a commencé très près de la ville où je suis née, où je passe plusieurs mois par l'année. Ça veut dire que ça me concerne directement, pas seulement comme cinéaste, mais aussi comme la citoyenne. Et aussi, j'ai compris dès le début que d'une certaine façon, ces événements qui se déroulent à cette frontière, c'est ma responsabilité. Ça veut dire, j'ai tourné plusieurs films qui ont traité le sujet historique des crimes contre l'humanité, comme j'ai fait 3 films sur l'Holocauste, un film que vous avez vu il y a quelques années sur Holodomor, l'ombre de Staline. Et je l'ai fait pas seulement pour honorer les victimes ou pour parler de l'histoire, mais aussi parce que je sentais que certains dangers, que certaines œufs de serpent n'est pas mort et que ça peut ressurgir à chaque moment. Et après la première grande crise migratoire, la crise des réfugiés en 2015, pendant la guerre en Syrie, la réaction d'Europe, y compris la réaction de la classe politique européenne, de l'Union européenne, les pays consécutifs, a montré qu'ici il y a une grande faiblesse et le champ où on peut manipuler l'opinion publique de façon très dangereuse. Qu'il y a une fragilité, il y a un manque de courage politique et intellectuel pour affronter de façon constructive ces défis, et que l'angoisse que certaines ouvertures ou certaines humanité en face de réfugiés venant de mondes de l'autre religion ou race peut faire monter le mouvement populiste, extrême droite et même fasciste en Europe. Et pour l'éviter, il a fallu évacuer le problème. Et depuis, cette faiblesse-là, c'est mon opinion bien sûr, a inspiré beaucoup de dictateurs extérieurs et intérieurs pour utiliser et manipuler la situation migratoire pour ses biais politiques, au Lukashenko, ou Poutine, ou les autres, ensuite peuvent manipuler de cette situation en comprenant que pour déstabiliser l'Europe, pour déstabiliser l'intégrité politique en Union européenne, on peut de façon très efficace utiliser les migrants, que c'est bon marché, c'est facile et c'est encore plus efficace que les autres, l'autre guerre hybride. Ils ont décidé d'ouvrir le nouveau couloir. C'était avant la guerre en Ukraine. Je pense que c'était lié dans certaines façons. C'était dans certaines façons aussi les préparations. C'est la grande politique qui m'intéresse bien sûr, mais ce n'est pas le sujet de ce film. Le sujet de ce film direct, c'est quelle sera notre réponse, la réponse d'État et la réponse des citoyens.
et à quel point nos destins, ceux qui essayent d'entrer dans le paradis, et ceux qui les empêchent, et ceux qui les aident, à quel point ils sont mélangés, à quel point ils se rejoignent, à quel point ce choix-là est le choix libre ou c'est le choix dicté par la propagande ou par le biais politique. Non, c'est peut-être compliqué ma réponse. La situation est compliquée. Vous avez raison de le souligner. Alors je vois que dans le public, il y a sans doute des gens qui connaissent très bien votre filmographie depuis les débuts, depuis les années 70, d'autres peut-être qui découvrent votre travail. Donc, vous avez raison de le souligner, dans beaucoup de films précédents, vous vous attaquez à des questions, à des tragédies humaines, que ce soit l'Holocauste, que ce soit la famille en Ukraine dans les années 30. On ne va pas retracer cela, mais c'est vrai que là, peut-être la spécificité de la chose, de cet objet, de votre film, c'est que vous faites un film dans l'urgence, dans le temps présent. Ça pose des questions évidemment de choix éthiques, peut-être de manière un peu différente que si vous vous attaquez à quelque chose qui a eu lieu il y a 70 ans. Et ça pose aussi des questions de production, de faire un film sur un événement qui est en train d'avoir lieu. Alors peut-être que c'est une question un peu à vous deux, mais peut-être un petit peu aux producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire faire un film sur un sujet aussi brûlant pendant qu'il est en train d'advenir? D'autres cinéastes polonais dans les années 80 se sont attaqués à des événements en cours. Andrzej Wajda, lorsqu'il s'est attaqué à Solidarność, voilà. Il y a des films comme ça politiques qui traitent d'un événement en cours. Et j'imagine qu'on ne produit pas de la même manière un film comme ça. Tout d'abord, le premier mot qu'on peut donner, c'est la fougue. Je vous donne mon micro si vous me... Non, il est ouvert pourtant. Merci. Non, le premier mot qu'on peut donner, c'est le mot fougue. Parce que bon, le film est né de la fougue d'Agnieszka. Et en fait, beaucoup de gens se sont greffés sur le projet et ont utilisé la même fougue pour le faire et pour y participer. Et donc forcément, Agnieszka a commencé le film, il n'avait pas encore eu les problèmes de l'invasion en Ukraine. Puis le scénario a évolué aussi avec ça. Et il fallait justement être au plus près de la réalité, puisqu'on parlait d'une crise migratoire et en même temps se passer des choses en Ukraine. Donc si on se place du point de vue purement production, ça reste un film qu'on propose à des partenaires et on essaye de monter le projet forcément. Mais il est sûr que le fait que ce soit dans l'actualité, ça génère un œil, un regard différent. Ça, c'est une certitude. Un intérêt supérieur ou au contraire une méfiance à l'égard de quelque chose qui est peut-être encore trop chaud et trop brûlant et trop complexe à comprendre et à... Déjà, c'est une coproduction internationale. Oui. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs pays qui travaillent dessus. Donc, tout est parti finalement d'Agnieszka qui a commencé à travailler avec des scénaristes parce qu'il y avait cette fougue de départ, le besoin et la nécessité de faire ce film. Ensuite, un producteur polonais qui, lui, a vraiment tenu toute la production et surtout, avant tout, la fabrication du film, le tournage, qui était très compliqué. Et ensuite se sont adjoints 3 pays européens, la France, la Belgique et la République tchèque. Donc nous, on a eu la chance en France de montrer le scénario au CNC très tôt, qui s'est intéressé au film et qui a tout de suite donné son aval pour un soutien qui s'appelle le Cinéma du Monde, qui est finalement un des meilleurs outils pour ce type de film, des films étrangers, donc pas en langue française, parce qu'on est un peu en France dans des cases, et c'est vrai que le fait que la langue ne soit pas française change beaucoup de choses sur le financement. Et ensuite se sont adjoints un distributeur qui avait déjà travaillé avec Agnieszka, puisqu'en fait il a sorti L'ombre de Staline, donc Condor Distribution, et après on s'est battu pour trouver d'autres financements. Et nous, c'était finalement assez classique. Par contre, le financement était plus compliqué du côté polonais, c'était difficilement pensable, même inimaginable d'aller voir les autorités polonaises et les fonds publics classiques en Pologne, avec un sujet comme tel. Et du coup, il a fallu trouver d'autres moyens de financement et aussi travailler le tournage d'une telle façon qu'il n'y ait pas de problème. Et je pense que BI et Agnieszka, qui étaient sur le tournage, en savent quelque chose. Enfin, je peux juste peut-être lancer le sujet en disant, par exemple, la forêt, il était impensable d'aller dans une forêt publique. Donc il fallait absolument trouver un endroit qui était cohérent par rapport au film, mais sans demander des autorisations officielles, parce que le film, au début, s'est fait un peu dans un secret
pour éviter finalement d'avoir des problèmes. Je pense que... Le gouvernement polonais a réagi sur la crise très rapidement dans de façon assez spéciale. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je sentais qu'il faut que je fasse le film de fiction. Ils ont enfermé la zone, ils ont interdit l'accès, ils ont créé une espèce de l'état de siège. Il était interdit d'y aller pas seulement pour les organisations humanitaires ou médicales, mais aussi pour tous les médias et les observateurs extérieurs. Et les choses qui se sont passées, mais quand même, les informations infiltrées étaient terribles. Ça veut dire que le pushback a commencé tout de suite et j'ai compris qu'il décide de créer certains laboratoires de la violence et des mensonges. Et la machine de propagande raciste a commencé tout de suite. C'était utilisé après, ensuite, pour les raisons politiques, avant les élections, etc. M. Kaczynski, qui était l'éminence grise politique en Pologne, ça veut dire que c'était lui qui a dessiné la politique du pays, a dit une chose qui m'a beaucoup inspirée. Il a dit que les Américains ont perdu la guerre en Vietnam parce qu'ils ont permis les médias d'y aller. Et j'ai compris que c'est d'abord, il a montré sa foi dans la force des images. Moi, je la partage cette fois, à cause de ça, je suis cinéaste. Et aussi, il dit qu'ils vont faire les choses sans laisser les traces et qu'il croit que les images, c'est quelque chose qui peut changer la situation. Et très rapidement, les réfugiés étaient déhumanisés. Les conférences de la presse qui étaient tenues par le ministre de l'Intérieur ont dit que ce sont les terroristes, les pédophiles, les zoophiles, les violeurs, etc. Je pensais que mon devoir principal, c'est de donner les paroles, les voix et le visage aux ceux qui étaient privés de cette identité. Et oui, mais bien sûr, on n'a pas compté d'avoir le soutien des institutions publiques polonaises, on n'a pas demandé même. On s'est caché en fait. Alors, on le sent dans le film, le fait qu'en fait votre film propose ces images qu'on ne voit pas, les seules images qu'on voyait dans les médias, je me suis rendu une sorte de retraversée de ces images à frontières, c'était des images surtout aériennes, c'est-à-dire des images de drones que l'on voit aussi un tout petit peu dans le film, et les médias radio aussi qu'on entend beaucoup dans votre film, mais l'absence en effet de possibilité de voir et d'entendre. Comment avez-vous travaillé pour justement être au plus près de ces sources, de ces organisations, de ces militants, de ces campagnes justement de formation des gardes frontaliers? Quelles étaient vos sources? Avec mes deux co-scénaristes, on s'est mis tout de suite à documenter la réalité. On a parlé à beaucoup de gens. Il y avait quand même pas mal de récits de la presse. Il y avait surtout au début, on avait beaucoup de reportages, on avait même les photos. Il y avait aussi enregistrement par exemple, des témoignages de réfugiés qui étaient faits en secret par les organisations NGO. Et aussi, on a parlé avec beaucoup des activistes et des habitants. On avait mal à accéder à quelqu'un de la garde frontière. Mais après 2 mois qu'on s'est battu pour trouver quelqu'un qui nous dira son témoignage de son point de vue, ce qui est important pour nous. Il y avait quelqu'un qui s'est présenté, en secret bien sûr, c'est-à-dire il garde son anonymat et qui nous a raconté beaucoup de choses. Et après, il y avait à la suite, il y avait des autres aussi qui nous ont raconté. Ça veut dire on a vraiment les témoignages directs de plusieurs sources et de plusieurs points de vue, de plusieurs expériences. Dans tous les faits qui sont plus brutals ou plus controversés, j'ai insisté qu'on a au moins des sources qui confirment que l'événement comme ça il y est. Mais bon, aussi un de mes co-scénaristes qui est un activiste aussi, il est allé à plusieurs reprises dans la forêt.
Il y a aussi Maja Ostaszewska qui joue Julia. Elle, c'est une actrice très célèbre en Pologne, mais en même temps, elle s'activisait beaucoup. Elle est allée avec les activistes plusieurs fois. Elle était pendant les actions humanitaires. Peut-être pourriez-vous rajouter justement votre personnage, je ne sais même pas si... Leila. Parle, comment l'avez-vous construit à partir de ces témoignages justement et à quel moment êtes-vous arrivé dans l'histoire? En fait, je suis arrivée très rapidement. Une fois que le scénario a été écrit, j'ai été mise en relation avec Agnieszka. On s'est rencontrés à Paris par Maria Bichalska, qui est coproductrice française du film, parce qu'on avait travaillé sur un autre film ensemble. Et au départ, Agnieszka désirait que je l'aide sur le casting du film. Comme je suis actrice et que je connais des acteurs et j'ai déjà donné des coups de main en casting. Et donc j'ai lu le scénario, j'ai pleuré tout le long. Et d'ailleurs, on en a parlé avec la directrice de casting polonaise au téléphone et en Zoom, on était toutes les deux en pleurs tout le long de la discussion par rapport aux choses. Je suis aussi activiste des droits humains. Par rapport à l'Iran, je suis iranienne d'origine, donc voilà. Tout ça, je connais aussi. Et ce qui était extraordinaire, c'est de voir comment Agnieszka, par rapport à mon personnage, très, très narcissiquement, a proposé un personnage, une femme seule, une Afghane. Connaissant l'Afghanistan, vous vous rendez compte comment c'est possible qu'une femme seule puisse partir de là-bas et le courage de traverser donc la frontière seule et d'arriver à cet endroit avec un rêve et de voir comment une personne qui est de bonne éducation, qui a un niveau social un peu... donc ce ne sont pas que des migrants économiques qui s'avilient au fur et à mesure du film. Et aussi, j'avais le souhait de montrer quelqu'un de digne, en fait. Qu'on puisse voir que ça ne soit pas pathétique, en fait, ce personnage. Et voilà, je vous remercie grandement, Agnieszka, pour m'avoir fait cette chance. Et en fait, à l'endroit où j'ai commencé à travailler avec Agnieszka sur le casting, on a fait des zooms et... Oui, et moi, en regardant Belly, je dis, mais c'est Leila, c'est elle. Même on n'a pas fait, je pense, le casting, non? Oui, c'était d'ailleurs, le personnage était écrit selon le témoignage d'une vraie femme qui a passé par cet enfer. Je me souviens pas, elle était courte. Non, elle était syrienne aussi. Et en fait, Agnieszka m'a envoyé le lien, enfin, elle nous a fourni énormément de liens par rapport à des reportages, des articles. Et puis nous-mêmes, on a été à la recherche, mais elle m'a envoyé un lien sur cette femme dont elle s'était inspirée pour mon personnage. Et c'était assez éprouvant de voir quand elle racontait, elle témoignait ce qui lui était arrivé, elle était en pleurs du début à la fin. Voilà, je me suis aussi inspirée évidemment de ce personnage, je me suis nourrie de ce qu'elle disait et de tout ce que Agnieszka nous a donné comme nourriture. Et sur le tournage, on avait des longs plans séquences. Et comme on avait été nourris au préalable par Agnieszka, par tout ce qu'on avait regardé, par tout ce qu'on connaît, puis aussi, personnellement, être à la recherche d'être au plus juste par rapport au personnage. Sur les plans séquences, on avait cette liberté de jeu. Et voilà, et si jamais quelque chose n'allait pas, évidemment, Agnieszka était là. Votre personnage, comme vous dites, c'est un personnage intellectuel, on peut dire, en tant que quelqu'un qui connaît ses droits, qui est aussi conscient politiquement, qui brasse aussi, qui convoque, et ça je pense que c'est votre idée, j'en sais rien, mais je pense les relations aussi de la présence militaire polonaise à Kaboul,
à une certaine époque, le passé et les liens qui peuvent exister et les effets de miroir qu'il peut y avoir entre ceux qui arrivent maintenant et ceux qui peut-être étaient présents sur place. Il y a plusieurs strates comme ça qui... Il y avait sur cette frontière plusieurs Afghans qui ont collaboré, de façon positive avec ou le gouvernement polonais ou le gouvernement américain ou français ou n'importe quel, des forces qui étaient là. Certains d'entre eux étaient pris au début pendant l'évacuation et ils pouvaient se trouver dans le pays qu'ils ont choisi. Mais beaucoup des autres, non, ils ont essayé après de fuir. On a rencontré pas mal des Afghans dans cette situation. La majorité des réfugiés qui ont passé par cette frontière polonaise n'ont pas voulu rester en Pologne. Mais il y avait certaines qui, pour des raisons un peu différentes, ont quand même demandé asile et qui ont vraiment voulu rester en Pologne, ça ne les aidait pas. C'est vrai que si on regarde les images sur toutes les chaînes de télé, Euronews, etc., on retrouve presque, on comprend mieux encore la dimension un peu paradocumentaire de votre film, avec les scènes dans la forêt, les scènes d'enregistrement, des organisations humanitaires qui enregistrent les témoignages et leur protocole en fait de travail, ce qu'ils peuvent faire, la frontière à ne pas dépasser, et qu'évidemment dans le film de fiction, on va dépasser cette frontière-là de l'action, de l'entrée dans cette zone interdite. Oui, en fait, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était fait juste. Agnieszka a commencé à initier ce film pile après ce qui s'est passé, la reprise du pouvoir des talibans aussi. Les Afghans ont été parmi les premiers à venir. Et donc, ça avait vraiment on va dire, une pertinence sur le moment de l'histoire des réfugiés, que ce soit afghans ou autres, mais en tout cas par rapport à cette chose-là, et aussi de voir la différence du traitement des gens qui arrivent du Moyen-Orient et d'Afrique et ceux qui sont venus d'Ukraine, en fait. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Et au départ, ce n'était pas arrivé encore l'histoire d'Ukraine, et Agnieszka l'a intégré dedans, ce qui est quand même extraordinaire. Voilà, tout à fait. Je vais me permettre un tout petit écart par rapport à ces questions qu'on va sans doute aborder avec les questions du public, mais dans ce film-là, Agnieszka, il y a quelque chose qui, moi, m'a vraiment bouleversée, et je pense que c'est pour ça que ça a eu un écho aussi fort, c'est que vous renouez dans ce film avec le grand cinéma polonais des années 70 et 80 sur ce qu'on appelle le cinéma de l'inquiétude morale, c'est-à-dire sur des personnages qui sont portés par cette scission, enfin ce dilemme moral extrêmement fort, et qu'évidemment on va revivre. C'est pas juste une association de gens historiens du cinéma. J'ai l'impression que dans votre film, et vous me dites si j'exagère, il y a des citations, des citations de Kieślowski, du Décalogue, de Tueur à point. Il y a une citation de l'interrogatoire de Bogaïski, je cite 2 scènes, et sans doute peut-être c'était conscient ou inconscient, le cri dans la voiture, lorsque le garde Montalier crie et croise le regard de cette femme, de l'impuissance, de l'impossibilité d'agir. On a le même cri dans le film Tueur à point de Kieślowski, de l'avocat qui ne peut pas sauver. La scène où on lui demande de se déshabiller dans le commissariat, c'est une scène de l'interrogatoire de Bogaïski. J'exagère peut-être, mais en tout cas ce lien avec ce cinéma, est-ce que vous l'avez ressenti activement ou est-ce que c'est à nous ensuite de faire ce travail de mise en écho? Assurément, ça fait une partie de mon vocabulaire qui est un peu mis à l'écart parce que je traitais les autres sujets dans des contextes différents. Tous les pays autoritaires, ou tous les pays où l'oppression devient la loi, réveillent cette espèce de question morale. Vous parlez de cinéma d'anxiété morale. Quand on a fini le film, quand on a montré le film à Venise, on a tourné le film très très vite. La post-production était aussi très rapide. Heureusement, on a été sélectionné pour Venise. On savait parce qu'on savait que ce sera difficile de finir de défendre le film sans le support des grands festivals internationaux. On était tout de suite attaqué par le gouvernement polonais, mais dans la façon que j'ai beaucoup d'expérience avec les temps communistes, je n'ai jamais vu avant. Avec un ardeur incroyable.
Et moi, je ne suis pas la seule metteuse en scène de ce film parce que j'ai invité à un moment donné deux jeunes femmes cinéastes. On a tourné en 24 jours et on a décidé qu'on va partager certains jours en deux équipes, de tourner les choses à la fois, d'ailleurs Bailly aussi, avec Camilla et Kasia. Elles étaient formidables, elles ont apporté beaucoup d'énergie, de talent et aussi de certaines sensibilités un peu différentes. C'était vraiment un travail assez collectif. Et quand on a fait le générique, j'ai voulu les mettre en avant, citer comme l'école co-directrice juste après moi, et d'un coup, ils ont commencé à hésiter. Ils ont dit, si on le fait, c'était avant les élections, ça avait l'air que le gouvernement ultra-conservateur nationaliste va durer jusqu'au, on ne sait pas quand. Et les filles qui sont au début de sa carrière et qui ont le projet dans l'Institut polonais de cinéma, ils ont dit oui, mais si on s'est mis en avant, si on le fait, c'est sûr qu'on sera après persécuté par les autorités, on ne pourra pas faire nos films. Et c'était 2 ou 3 semaines vraiment très dures pour elles. Et moi, j'ai déjà choisi comment dire, quoi? Ton camp? Non. Le faux nom. Pseudonyme, oui. J'ai choisi le pseudonyme tchèque pour elle. Très drôle. Mais en même temps, on a senti que c'est pas bien, après 2 semaines, elles ont dit, on se sent comme les héros du cinéma d'anxiété morale. On ne veut pas être dans la situation comme ça. On est fiers de ce film. On se montre le visage ouvert. Mais ça montrait pour moi à quel point cette espèce d'angoisse et de la normalisation morale a descendu, entré dans les organismes de gens jeunes. Qui commencent leur vie professionnelle ou artistique, et à quel point ça devient autoritaire vraiment. Oui, à quel point il y avait en permanence ça se télescopait de manière encore plus radicale les années 70 et l'actualité polonaise. Mais ça se sent aussi dans votre langage cinématographique, dans la manière dont vous le mettez en scène, vraiment ces dilemmes. Et je pense que la question de la nuance dans les dilemmes, je ne sais pas, ça on va leur demander, mais je pensais plus à la question des nuances des personnages. Je pense que ça nous intéresse de savoir qu'à l'intérieur d'une institution, comme la police, comme les gardes frontaliers, on peut avoir des individus qui prennent tout à coup la décision de voir un regard et de prendre une décision qui n'est pas conforme à ce qu'on leur dit, donc de désobéir. Et cette désobéissance-là, elle est travaillée activement dans le film. Et je reviens un peu aux critiques qu'on vous a faites en Pologne. Je ne voulais pas qu'on y arrive, mais vous y arrivez vous-même. Cette campagne qui était fort haineuse, en effet, très violente, comment l'avez-vous vécue et est-ce qu'avec votre expérience de la Pologne des années 70, vous avez mis à distance, ou est-ce que c'était encore peut-être différemment vécu? On en a beaucoup parlé dans la presse, c'est pas le but de notre dialogue, mais je voulais quand même vous poser la question. Je ne vécu pas, ça veut dire que ce n'était pas grave du tout. En plus, c'était dangereux parce que dans le moment quand les autorités les plus hautes, le ministre de la Justice, le président, le premier ministre, etc., lancent une campagne de la haine en nommant la traîtresse de la Pologne, de faire des choses anti-polonaises, d'être propagande nazie, être Hitler, Goebbels, Leni Riefenstahl, Staline et Poutine à la fois. Oui, c'est beaucoup. C'est d'ailleurs, je pense qu'ils ont exagéré parce que ça retournait contre eux à la fin. Mais, sans avoir vu le film. Oui, mais on ne sait pas parce qu'il y a quand même 37% de la population les soutient quand les élections ont montré. Et ces gens-là ont cru que vraiment, ont pris cette propagande. Et à cause de ça, quand je me suis déplacée en Pologne autour de la première, qu'on a fait avant les élections, qu'on a fait le 22 septembre, j'avais la sécurité, j'avais des gardes de corps très professionnels, très sympathiques d'ailleurs, et qui se sont déplacés partout avec moi. C'était une expérience que
C'est drôle, finalement. Mais oui, j'ai reçu pas mal de menaces de la mort et aussi mes acteurs ont reçu les menaces pareilles, ce qui est inacceptable. Mais vous voyez, c'est bien de savoir où nous sommes aujourd'hui, à quel point c'est quelque chose, la démocratie, la liberté de parole, la liberté d'expression artistique, à quel point elle est fragile, à quel point n'importe quel gouvernement à l'Union européenne peut s'autoriser d'être autoritaire, et à quel point on est dans certaines façons impuissant en face de propagande comme ça. Vous avez eu des retours des gardes de frontières sur la manière dont vous représentez leur profession? Oui, j'avais des retours d'une organisation qui était très négative, mais j'avais après le retour des individuels qui, certaines même, ont donné les interviews en disant que ça que je montre, c'est vrai, et qu'en réalité, la situation était encore pire. Ils sont aussi les victimes. Ça veut dire s'il y a les gouvernements autoritaires qui se permettent de légaliser la violence contre les gens innocents, contre la population civile, n'importe quelle, les forces militaires deviennent les premières victimes de ça, parce qu'ils sont devant le choix très difficile pour eux. Alors, quand on fait un film sur les tragédies humaines, on choisit de montrer des choses, de ne pas en montrer d'autres. Dans ce film-là, vous nous montrez beaucoup des plaies, des blessures, des scènes de mort, voilà, vous choisissez de le montrer. Elle s'arrête où la frontière? Moins que dans n'importe quelle bande dessinée, ou Marvel, beaucoup moins. Il n'y a pas tellement de la violence physique dans ce film, finalement. Je pense que ça qui touche les gens, c'est la violence psychologique, oui, cette descente aux enfers de gens innocents qui n'ont pas le choix. Et est-ce que dans cette descente aux enfers, il y a des moments où vous vous êtes dit, là, je vais trop loin, je vais baisser un peu la tension qu'on éprouve tout au long du film, par des scènes, justement, il y a aussi beaucoup d'empathie, de tendresse. Alors là, on pourrait retracer tout votre rapport au personnage d'enfant. Et il y a de l'humour, il y a quelque chose évidemment qui contrebalance cette tragédie. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, là, nous allons un peu trop loin dans ce que nous montrons, et peut-être que, parce que ça pourrait être plus, et ça pourrait être moins, il est où le curseur? Ou alors, voilà, c'est pas une question. Je sais que certains gens le pensent, certains spectateurs ou certains critiques, ou certains distributeurs. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on était anesthésié assez longtemps et que c'est bon. Aussi, il y a tellement de choses sur Internet, dans tous les médias possibles, de faire passer les émotions adéquates, de réveiller l'empathie. Il faudra, je ne veux pas dire taper fort, mais il faut taper juste. Ça veut dire de trouver les moyens pour vraiment arriver au cœur et conscience des gens, et on a essayé de le faire, bien sûr, chacun a son point de vue, mais je pense, selon bon, on a déjà montré le film à partir de Venise, ça veut dire pendant 4 mois, beaucoup, d'abord en Pologne où on a, grâce à la publicité faite par le gouvernement, on a eu un très joli box-office. Mais c'était quand même, ça pouvait marcher comme ça, mais comme le déclic la première semaine, mais quand même ça continuait. On avait presque 800 000 de spectateurs, ce qui est formidable. Et les gens ont réagi de façon très, très, très forte. On avait beaucoup de retours. On a parlé aux gens, les gens parlaient entre eux. On avait beaucoup de messages, de lettres, etc. Et après, dans les autres pays, partout où on montre le film, le public réagit aussi avec une force. Hier, on a eu le message qu'on a gagné le prix de la public au Festival de Rotterdam, qui est un grand festival. Et c'est très révélateur pour nous. Après, c'est le problème si les distributeurs arriveront à traduire. On avait d'ailleurs pas mal de prix de public aussi en France. Ça veut dire que les gens reçoivent ça. Ils ne pensent pas que c'est trop.
ils sont, en tout cas c'est comme ça. On a fait aussi cette rapidité, cette fièvre qu'on a eu en travaillant, peut-être se traduit dans des retours émotionnels. J'aurais beaucoup de questions à poser, mais peut-être qu'on peut laisser la parole au public et avoir un peu vos réactions et vos questions par rapport au film que vous venez de voir. Là et là et là. Vous voulez commencer? C'est bien d'être en première. Hein. Alors, je voulais savoir pourquoi vous voulez au 2 et pourquoi vous avez tourné le film en noir et blanc. Pourquoi Green Border? Parce que ça s'appelle la frontière verte, ça veut dire on a décidé de faire en blanc et noir. On a pensé que cette esthétique va renforcer le message, que le style de film sera plus égalisé, plus contrôlable si on le fait en blanc et noir. On a vu aussi qu'on oublie à certains moments quelle année on est. Django Pinkney, c'est un vrai tour de force ce film. J'étais un peu impressionnée avant de venir qu'il durait presque 3 heures. Et en fait, 2 heures et demie. Il n'y a pas une minute de trop. Je me suis beaucoup posé la question comment vous avez construit le film, parce qu'on aurait pu faire un film sur chacun des personnages. Et est-ce que d'emblée ça a été une évidence de faire un film choral quelque part, ou comment vous avez construit, comment vous avez pensé le film au début? Et on a discuté, quand on a décidé de raconter cette histoire à vif, on a discuté avec mes co-scénaristes parce qu'il y avait des idées principales, des concepts. Un, c'était de trouver un événement, un lien, peut-être comme Ousnash, où ça commençait, où on se reflète un peu tout, de se concentrer sur un événement ou une groupe de gens. Mais après, je me suis dit, parce que ce sera le premier film qui raconte cette situation, alors peut-être le dernier, j'aimerais bien d'avoir le vu plus polyphonique, de donner les paroles et de montrer tous ceux qui exactement ne pouvaient pas s'exprimer, les réfugiés en premier rang, mais aussi les gardes frontières qui étaient censurés par le système et par leur métier, et aussi les activistes qui ont eu mal à se faire voir, qu'ils étaient insultés et criminalisés par le gouvernement, par les autorités. Et on a pensé que dans certaines façons, en montrant ces 3 points de vue principaux, on comprendra mieux ou on sentira mieux l'universalité de cette situation. Parce que ça se passe à la frontière polonaise, il y a la situation pareille à la frontière lituanienne, latvienne et maintenant finlandaise. Mais ça se passe autour de toute l'Europe, sur toutes les frontières, dans des façons un peu différentes, dépendant de la situation géographique. Et ça nous concerne tous, dans certaines façons, ces 3 points de vue, je pense, la question principale. On n'a pas le point de vue de la classe politique exactement, elle est dans le fond, mais on sent que c'est sa faute, d'une certaine façon. Bonjour et merci pour le film. J'avais une question concernant, est-ce que vous faites part du fait que vous avez dû contourner un peu, vous entendez bien ou pas? Oui. Vous avez dû contourner un peu la censure pour trouver un moyen de tourner le film. Est-ce qu'il reste des parties du film qui sont là, alors je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer là-dessus du coup ou pas, mais qui sont là justement pour que le film puisse être projeté aussi en Pologne et puisse, parce que je me pose notamment des questions concernant la fin et la partie peut-être plus romancée de la fin, qui est moins justement dans ce film choral de montrer les différents points de vue, mais qui vient vraiment apporter une dimension plus romancée au film et qui vient, je sais pas une question est claire. Non, on ne s'est pas censuré. Et d'ailleurs, la situation en Pologne,
la différence entre les années totalitaires de la censure communiste et de la situation aujourd'hui est que quand même, ce n'est pas un système totalitaire. On a des distributeurs qui osent démontrer les choses et qui ne sont pas officiellement bien vus. Notre distributeur a eu ce courage, nous a soutenus financièrement. Aussi, Canal Plus Pologne, par exemple, est devenu le coproducteur, même s'il savait que peut-être ça va lui coûter certains problèmes. Ça veut dire c'est un peu les deux réalités. Si on dépend dans le domaine où on dépend de l'État, comme par exemple les forêts ou l'argent des instituts de cinéma, on était totalement dépendant, mais dans les autres domaines, on pouvait agir. Ça dépendait de notre courage et du courage des autres seulement. Il n'y avait pas les moyens de nous vraiment presser, à part de nous décourager. Ce qu'ils ont fait, bien sûr. Ça veut dire, vous savez, assez souvent, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, c'est le problème de courage. Et c'est la dilemme principale, comment je le vois, aussi en face des filles migratoires. Ce dilemme, c'est le choix entre le confort et les valeurs. C'est un peu de ça, par notre film aussi. Merci pour le film, c'est un film nécessaire, autant au niveau du cinéma comme des sujets. Je me demandais si c'était arrivé, cette crise avec la Biélorussie, avec Donald Tusk au gouvernement, ce serait passé de la même manière, ou finalement c'est un problème structurel au niveau de l'Union européenne, au niveau de la politique libérale de l'Union européenne. Est-ce que la situation se passait différemment si Donald Tusk était déjà au pouvoir? Je pense que si Donald Tusk était au pouvoir à l'époque, ça se passait un peu différemment. Un peu. Mais d'abord, il n'y aura pas cette illégale fermeture de lieux, la mensonge, la propagande raciste. Je pense que la cruauté de pushback sera limitée. Mais je ne pense pas que la politique va changer drastiquement. Je pense que Donald Tusk, ça veut dire les démocrates européennes, c'est quelqu'un qui a fait assez bien la mainstream européenne, comme vous pouvez suivre les nouvelles lois migratoires en France, qu'on voit dans quelle direction va la législation de la Commission européenne. On voit que on s'endurcit en face de la migration, pour la raison que je citais au début, ça veut dire l'angoisse que ça va faire monter, que ça va attaquer le tissu démocratique en Europe dans de façon brutale, que ça va servir au mouvement d'extrême droite, ce qui s'est fait d'ailleurs. Et voilà, personnellement, je pense que la politique des démocrates est idiote. Je pense que exactement, à la fin, ils n'auront ni le confort ni les valeurs. Et le plus grand danger que je vois, que c'est dans une conséquence et lâcheté, on va avancer jusqu'au moment quand la violence directe sera légalisée par tous les pays européens. Et après, la mer Méditerranée va changer en une espèce de mer rouge. Et on n'aura pas le pushback des bateaux qui s'approchent des bords de la Grèce, par exemple, mais on va les bombarder. Et c'est ça que je vois comme un cauchemar, mais je ne pense pas que c'est tellement irréaliste. Oui, je voudrais savoir, en Pologne, vous avez dit que vous y avez eu 800 000 spectateurs. Vous êtes excusez-moi, je connais très mal, si vous êtes une cinéaste dont les Polonais connaissent l'ensemble des films, et si le film va être vu sur une chaîne publique polonaise.
Oui, en Pologne, je suis mondialement connue. C'est un film de Mel Brooks, To Be or Not To Be, qui se passe, c'est un film classique, c'est un remake de Low Beach. Ça se passe en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le milieu des acteurs. Les acteurs joués par Anne Bancroft et Mel Brooks, ils commencent de parler polonais d'abord pour montrer qu'ils sont en Pologne, mais après deux phrases, ils disaient personne ne comprend cette langue, on va passer en anglais. Et le personnage de Mel Brooks dit moi je suis mondialement connu en Pologne. Je peux dire la même chose sur moi. Alors, je crois qu'il y a une question quand même sur est-ce que le film va être diffusé sur une chaîne publique polonaise? Oui. Oui, je crois que la télé polonaise a acheté le film récemment. Que quoi? La télé polonaise a acheté le pas acheté complètement encore. La nouvelle télé polonaise, il y avait, ça veut dire que c'est encore la bataille. Mais la télé tenue par le gouvernement précédent était vraiment terrible. Maintenant, il est pris par le nouveau gouvernement. Je pense je ne sais pas s'ils ont acheté le film complètement, ils ont acheté pour VOD, ce qui est déjà bien, mais on aimerait bien voir la situation que se montrait dans la chaîne principale où le public qui n'avait pas l'accès de le voir au cinéma ou même ne pensait pas de le voir au cinéma du tout, pourrait être confronté à ce film. Juste une petite question avant le temps que le micro arrive. Est-ce que vous avez l'impression que le film a agi sur les spectateurs polonais dans la région de Podlasie? Est-ce qu'il y a eu des actions en retour ou un changement des comportements que vous avez pu soit observer ou soit vous nous a relayé Oui, je pense qu'il y avait cette sensibilisation sur le sujet, qu'il y avait beaucoup. Ça existait de façon très forte dans le domaine public. Aussi, je pense que ça a influencé d'une certaine façon les résultats des élections. Oui. Mais en même temps, ça veut dire un film, c'est seulement un film, il ne va pas changer le monde. Hier, j'étais à Bordeaux et une jeune fille dans le public a dit ce film-là, peut-être il ne va pas changer le monde, mais il va changer ma vie. Mon rêve, c'est exactement de toucher les gens dans leur cœur. Oui, c'est possible de le savoir. Une question que je vais vous poser, qui est à la fois un commentaire et une question un peu ouverte, parce que je ne sais pas si vous aurez la réponse, parce que ça dépasse peut-être le cas de ce film, mais ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, comme dans un autre film récent de Matteo Garonne et qui est sorti aussi en France il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, enfin, on prend le point de vue des personnes en fait, qui vivent ces traversées, qui vivent ces histoires, et le début est bouleversant parce que ce voyage en avion, finalement, sont des passagers lambda, on s'identifie complètement à eux. On ne sait même pas d'ailleurs pourquoi ils sont là, mais ils sont en voyage, ils viennent d'un pays d'ailleurs, ils traversent, ils font un voyage, on comprend que le petit garçon, c'est la première fois qu'il va à l'avion et qu'il prend l'avion et qu'il veut voir le paysage. Et du coup, on est complètement avec eux. Et effectivement, cette descente aux enfers, on la vit parce que il y a une espèce de normalité jusqu'à un certain point qui finalement se désagrège, et qui se désagrège pas parce qu'effectivement ils traversent une frontière, mais parce que cette frontière est bloquée, et parce que les gens qui sont face à eux, auxquels ils pensent pouvoir faire confiance, deviennent des monstres en fait, et ont des comportements qui sont complètement incompréhensibles. La question que je me pose par rapport à ce film, et c'est pourquoi finalement on a attendu aussi longtemps, parce que cette crise, elle remonte à 2013, la crise de l'accueil, 2013, 2014, 2015, pourquoi on a attendu aussi longtemps finalement pour enfin faire des films qui, à mon avis, vont pouvoir changer les choses, parce que je pense que votre film a déjà changé beaucoup de choses et qui continuera à en changer, je vous en remercie énormément. Mais pourquoi on a attendu autant de temps pour faire des films qui prennent le point de vue des personnes qui vivent ces histoires et qui nous permettent de nous identifier? Je finis juste là-dessus, il y a un moment, je me souviens de mes questions. Oui, c'est pour ça que je fais la question un peu. Voilà. Parce que moi, c'est vrai, je l'ai fait quand ça frappait à ma porte.
Mais il y a les autres portes aussi. Mais il y avait quand même des films. C'est pas qu'il n'y avait pas de films, il y a des documentaires, il y avait des films de fiction qui ont aussi raconté de façon empathique la situation des immigrés illégaux. Il y avait Torre Rokita, frère Bardem par exemple. Fuoco Amare aussi. Oui. Il y avait un film très très beau, je ne sais pas s'il était montré en France, je suis sûre, Flea. Documentaire. C'est-à-dire, il y avait des films sur le sujet. C'est vrai qu'il n'y avait pas de film, je pense, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, qui a montré notre propre cruauté européenne et brutalité européenne et le racisme européen dans de façon aussi exemplaire. Parce que Garone, Matteo Garone, qui était d'ailleurs, on a complété à Venise, lui, il finit où mon film commence. Ça veut dire, quand il voit l'Italie, bon, on pense que ce sera happy end maintenant. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur la fin par rapport à comment est traité les réfugiés ukrainiens. Alors, c'est pas totalement personnel, mais je sens presque on est presque en colère contre eux. Enfin, la dame avec son oiseau qui veut le sauver parce que son petit oiseau a froid, alors qu'on vient de passer de quasiment 2h30 à voir des gens en totale souffrance. Alors qu'en vrai, ce sont des gens qui sont également en souffrance. Il y a presque une caricature de ce que, par exemple, on peut avoir de ce qui est plus superficiel. Et je voulais savoir si c'est fait exprès, si c'est pas. Pourquoi l'avoir traité comme ça en fait? Ah oui, les oiseaux, ça veut dire excusez-moi, j'entends mal si c'est pas vraiment fort, à cause de ça, j'ai besoin ici une traduction d'une certaine façon. C'était ça qui m'a frappé à la frontière ukrainienne, quand ça commençait les grands exodus au début de la guerre. Et c'était très touchant d'ailleurs, à quel point les gens fuient aussi avec les animaux. Il y avait beaucoup d'animaux. Il y avait aussi ces animaux qui ont dû être laissés. Par exemple, il y a un documentaire polonais qui a été montré en France aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Une belle vache, le récit d'une vache abandonnée. Au début, ça commence quand les réfugiés disent qu'ils ont dû abandonner une vache et ils commencent à pleurer parce que cette vache était, etc. Ça veut dire, c'est un aspect, c'était pour montrer cette humanité qui concerne aussi les autres êtres vivants, mais d'un autre côté, bien sûr, vous pouvez dire certains réfugiés de l'autre frontière a dit que les Polonais traitent mieux les animaux que les êtres humains. Il y a, moi, parce que je préfère les animaux que les êtres humains, mon point de vue est différent, bien sûr, il faut protéger les animaux surtout. Parce que les êtres humains sont responsables de son sort de cette façon. On a le temps pour une dernière question. D'abord, je tiens à vous remercier pour ce film, qui est super important. Aujourd'hui, je m'exprime pour poser aussi une question à la fin. Je suis libanais, donc j'ai vécu au Liban une grande partie de ma vie, et j'ai vu la souffrance des Syriens et aussi des Palestiniens. Vous avez parlé de la notion de censure aujourd'hui des images, de ce qui se passe sur la frontière polonaise ou autre. Et c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ou même au Congo, ou partout dans le monde. Donc c'est vraiment super important. Et puis ma question, c'est est-ce que le film sera diffusé en France? Si oui, dans quelle salle de cinéma? Oui, on est ici à côté de ça, oui. Ils sont mercredi, on vous a invité aussi pour... on peut parler de ce film avant qu'ils sont sortis pour nous soutenir. C'est une avant-première et ils sont mercredi sur les écrans. Peut-être une toute dernière question. Ils sont aussi en Belgique. En ce moment, il est sorti en Allemagne il y a quelques jours, en Italie dans 2 semaines, je pense. Ça veut dire qu'on commence de les montrer un peu partout. Et on a trouvé les distributeurs très enthousiastes dans plusieurs pays. Et on espère que malgré que c'est en blanc et noir, 2h30 sur les réfugiés, les gens vont se déplacer.
Bien sûr, on n'a pas malheureusement la discipline du gouvernement polonais ici, ça ne marche pas. Du coup, oui, très rapidement, il y a quelque chose qui attire mon attention dans ce film, c'est la présence qui revient très régulièrement des téléphones portables, et c'est une présence qui m'a semblé très ambivalente, et du coup, je voulais savoir si c'était un objet qui s'était implémenté dans beaucoup de scènes du film de manière naturelle, s'il y avait une réflexion à un moment donné à ce moment-là. Et pour terminer aussi, est-ce que vous considérez que le travail que vous faites avec ce film qui se proche de la réalité, ça va être assimilé à ce que font certaines associations quand elles décident de filmer notamment certaines scènes de violence qu'on voit dans le film? Comment vous projetez dans cette scène que vous filmez? Ce qui est intéressant, à quel point le téléphone portable, avec l'Internet, est devenu l'objet qui pouvait décider de la vie et de la mort. Ça, c'est devenu un objet primordial pour la survie. D'abord pour se retrouver dans la forêt, après pour demander l'aide, pour communiquer avec les passeurs éventuels, pour communiquer aussi avec la famille, ou communiquer entre eux. Ça veut dire sur le téléphone, les gens étaient complètement perdus. Là. Et beaucoup de ceux qui sont morts, finalement, ils sont morts parce qu'ils n'avaient plus l'accès à cette communication. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une des choses les plus méchantes et les plus cruelles que les gardes frontières, aussi bien les Biélorusses, mais les Polonais surtout, ont fait le sorte que le téléphone est devenu inservable, qu'on ne pouvait pas l'utiliser, le charger. Je pense que ça nous montre un tout petit peu la modernité sur l'autre angle. Mais en tout cas, c'est un objet qui est un objet important de l'histoire. Alors, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous. Merci merci beaucoup Agnieszka Holland. Voilà. Et donc je remercie aussi Alia Szczepanska d'avoir mené ces échanges. Vous l'avez compris, le film sort mercredi, dans 3 jours au Méliès et dans plusieurs salles parisiennes, beaucoup de salles parisiennes. Voilà, sous l'étendard Condor Distribution. Et merci d'ailleurs.